Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les Présidents, dirigeants, je salue le Président du MEDEF, les organisations représentatives. Bon, la France se prend en main, parce que nous sommes d'abord dans une situation qui n'est pas facile, que les cerveaux réfléchissent et que le courage ne manque pas. Donc qu'est-ce que nous avons décidé de faire? D'abord d'affronter les problèmes. Je vous parle très franchement, problème de coûts de production, de perte de performance de l'économie française, c'est une réalité. Le juge de paix en est la balance commerciale, elle s'est dégradée de façon sensible chaque année depuis une dizaine d'années, elle était en équilibre il y a 10 ans. Donc c'est une reconquête que nous devons accomplir. Donc nous avons décidé d'affronter cette question. Les coûts de production, ils sont de 3 ordres. Coût du travail, coût du capital, coût de l'énergie. Sur ces 3 dossiers, nous avons pris déjà un certain nombre de mesures. Nous avons aussi compris que notre positionnement dans la mondialisation devait être amélioré. Il n'est pas mauvais, mais il a besoin d'évoluer. Et donc de nous spécialiser par la différenciation et l'innovation. Donc de rattraper un retard dans la déferlante technologique mondiale qui fait que la France n'a pas suffisamment investi ses ressources, pourtant abondantes, existantes, dans l'innovation, dans les nouvelles industries, la nouvelle révolution industrielle. Donc nous avons décidé d'agir. Enfin, comme nous voulons mettre en rapport cette première jambe qui est celle d'évoluer pour régler nos problèmes, un peu défensive, et l'autre, la deuxième jambe, celle qui sert à avancer, la jambe offensive, nous avons décidé de prendre des mesures qui, fiscalement, elles sont imparfaites, je le sais, socialement, administrativement, sont en cohérence avec ces 2 types de choix. Donc la France change. Je reviens de Chine, j'étais à Hong Kong, j'étais en Algérie, nous sommes finalement, je suis allé au MIT, Massachusetts Institute of Technology, nous parlons avec les puissances innovantes, celles qui ont une économie qui investit dans l'innovation. Nous ne sommes pas si nombreux sur la planète. Et celles qui ont décidé de mettre une part conséquente des ressources de leur nation sont nos futurs concurrents, nos compétiteurs et aussi nos partenaires. Donc je voudrais vous dire en quelques mots comment nous avons décidé d'agir. D'abord, nous avons sanctuarisé ce qui marchait bien. Le crédit d'impôt recherche, si populaire dans les compagnies étrangères qui viennent, décident de s'implanter en France pour y implanter des laboratoires de recherche, de développement, d'innovation, ont pu observer que nous avons là une mesure d'unité nationale inventée il y a plusieurs décennies par Jean-Pierre Chevènement, confirmée par nos prédécesseurs, M. Raffarin, M. Sarkozy, et puis amplifiée par la période actuelle et le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir, étendue à l'innovation, étendue au prototype, étendue au design, de manière à stimuler les forces innovantes et créatives par la défiscalisation. Je suis toujours surpris, en m'adressant à la presse anglo-saxonne, qu'ils découvrent que nous avons, nous aussi, des mesures de tax cuts, tax rebates. Je leur dis oui, Vreitzat, comme disait Gainsbourg, Vreitzat. Écrivez ça dans l'article parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point nous avons fait le choix d'attirer, de parler à ceux qui aujourd'hui veulent inventer les industries du futur. Je veux parler aussi de ce que nous avons décidé de créer pour faire face aux problèmes de compétitivité, de performance, de chute de performance, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu un effort aussi historiquement constitué de mettre 20 milliards sur la table pour aider les entreprises de main-d'œuvre, celles qui embauchent, emploient plus que les autres, et donc d'adresser en quelque sorte un acte de soutien à ces entreprises pour que, là aussi, il y ait des réductions d'impôts pesant sur ces entreprises en particulier. C'est peut-être une mauvaise mesure, je l'ai entendu tant critiquer, mais on ne critique que ce qui entre en vigueur. Or, cela entrera en vigueur dans 15 jours. Toutes les mesures qui ont été
prises, c'était des mesures d'anticipation. On a dit c'est une usine à gaz, mais c'est normal c'est une mesure d'application uniforme, générale, qui concernera les grandes entreprises, les petites, les moyennes, et donc qui ne seront pas conditionnées, où il n'y aura pas de contrôle. Donc ceux qui ont demandé l'application par anticipation, évidemment, ont dû expliquer pourquoi. Donc critiquer une mesure qui n'est pas entrée en vigueur me paraît critiquable. Voilà pourquoi je vous invite à attendre 15 jours et faire le bilan dans 6 mois pour que nous puissions dire que nous sommes trompés. Accordez-nous le bénéfice de l'erreur, mais pas par avance, car il faut d'abord la constater. Coût du travail, coût du capital. Nous avons un problème de financement des entreprises naissantes, croissantes. Le système bancaire est surverrouillé dans la zone euro. Nous avons un certain nombre de messages adressés à la Banque centrale européenne. Vous les avez lus dans les organes de presse qui sont à votre disposition. Donc, nous disons au système bancaire, améliorez votre sensibilité à l'économie réelle. Et comme nous ne sommes pas satisfaits, nous avons décidé de créer une banque publique d'investissement qui vient concurrencer, y compris par l'absence de gourmandise, l'absence de cupidité, c'est un mot employé par un prix Nobel d'économie, M. Stiglitz, la patience dans l'accompagnement, la délicatesse à l'égard de l'industrie. Nous avons fait le choix d'une banque publique d'investissement qui se tient aux côtés des entreprises en croissance, qui innovent, créatives, qui sont généralement abandonnées ou hors de portée de la conscience du système bancaire tel qu'il est aujourd'hui mondialisé. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes assez fiers de cette création banque publique d'investissement qui fait l'objet maintenant d'imitations assez sérieuses dans notre pays européen. Enfin, le coût de l'énergie, c'est une affaire sérieuse, car la géopolitique mondiale de l'énergie est en train de redistribuer à une vitesse extraordinaire les cartes. La montée des gaz de schiste aux États-Unis d'Amérique pose le problème de la compétitivité des bases industrielles continentales, européennes, asiatiques, russes, enfin de cette partie du monde, et les Amériques. Et notre choix est donc de rester dans la course, de ne pas nous laisser éliminer. Nous avons une chance historique, c'est celle de la rente nucléaire historique. C'est comme ça qu'on appelle le tarif qui avait été attribué aux entreprises industrielles productives sur notre territoire, et particulièrement le secteur de la pétrochimie. Nous avons fait le choix, dans le cadre du débat de la transition énergétique, de maintenir, si possible de renforcer, ou de faire évoluer positivement les décisions relatives aux entreprises qui utilisent de façon intensive de l'énergie, de manière à ce que celles-ci puissent continuer à faire le choix de la France au regard de ses avantages comparatifs. Et l'énergie en a fait pendant longtemps partie, il est hors de question de l'abandonner. Coût du capital, coût du travail, coût de l'énergie, nous nous attelons au problème. Alors lorsque je me promène dans le monde arabe, en Asie, sur les continents, pour défendre la France, auprès de vos boards, mesdames et messieurs, vous vous battez pour défendre la France, je vous en remercie vivement, je leur dis la France change, la France évolue. L'exemple est dans le fait que les partenaires sociaux, depuis très longtemps, n'avaient pas signé un accord d'une aussi grande ampleur sur les conditions dans lesquelles le dialogue social doit prévaloir sur l'affrontement dans les entreprises, et notamment sur ce qu'on a appelé l'accord pour la flexibilisation et le maintien de l'emploi. Il en est arrivé un deuxième ce week-end, c'est l'accord sur la formation professionnelle. Le dialogue social est plus fort que l'affrontement social. Et c'est pour nous une source de satisfaction, car elle permet de dire au reste du monde qu'il est possible en France de s'accorder, de discuter, de dialoguer. Chaque pays a des caractéristiques dans son modèle social. Il n'y a pas d'universalité du modèle. Je crois qu'aucun Français ne voudrait vivre dans les entreprises coréennes, et je suis certain que même les Allemands n'accepteraient pas de vivre dans les entreprises françaises tant ils trouveraient que le dialogue social y est beaucoup trop âpre, ou l'inverse d'ailleurs. Chaque pays a un ADN, une histoire et une géographie. L'intérêt est donc de faire en sorte que notre pays soit suffisamment prometteur, qui permette des solutions. Et la recherche de solutions fait partie des grands choix
que nous soutenons, favorisons par la recherche du compromis. Mais tout cela, ce sont là les mesures de nature générale. Elles seront à rediscuter, elles feront l'objet de nombreux débats, peut-être des controverses, peut-être aussi d'autres réévaluations. Mais elles ont le mérite d'avoir été prises, ces décisions. Et aujourd'hui, de transformer peu à peu, de remodeler les conditions dans lesquelles la base industrielle France se repositionne par rapport au reste du monde. Mais nous n'avons pas fait que cela. Nous avons décidé d'assumer l'idée que, comme toute grande nation industrielle, nous avions à investir dans l'innovation. Les Chinois, je l'ai observé, je l'ai même fait observer au commissaire européen qui, pour 200 000 € d'un conseil régional adressé à une PME, ouvre une procédure de notification pour aide d'État. Je leur ai dit, vous savez, j'ai lu les minutes du congrès du Parti communiste chinois, le 3e plénum, où il y a l'édiction du 12e plan avec l'allocation de 469 milliards, c'est-à-dire 6% du PIB de la deuxième puissance mondiale, alloués sous forme d'aide d'État à l'industrie innovante et au rattrapage technologique de l'industrie chinoise. Que je sache, vous n'ouvrez pas des procédures contre les produits chinois qui sont soutenus par des aides d'État. En revanche, 200 000 € dans l'industrie automobile sur une PME sous-traitante, ça vous savez faire. Vous feriez mieux d'utiliser vos fonctionnaires bruxellois à en faire des enquêtes sur finalement, les destructeurs de notre industrie ou les compétiteurs déloyaux dans la mondialisation. Ce serait plus utile que de venir nous faire des procédures en permanence. J'en ai 200 à mon ministère. Et d'ailleurs, je n'ai pas peur du résultat. C'est une des raisons pour lesquelles, regardant ce qui se passe dans le monde, nous avons décidé, comme l'Allemagne l'a décidé, 0,3% du PIB, comme les États-Unis d'Amérique l'ont décidé, 100 milliards de dollars annoncés par le président Obama en 2011, comme le Japon vient de décider dans le cadre des Abenomics à travers le programme Japan is Back, nous avons décidé d'allouer 0,2% de notre PIB sous forme d'argent public, sous la forme de la deuxième génération du grand emprunt, aux 34 plans industriels que vous avez mentionnés et vous avez fait l'amitié de citer à l'instant. Ces 34 plans industriels ne sont pas les miens, ne sont pas ceux du gouvernement. Ils ne sont pas davantage une propriété de quiconque. Ils sont la création collective d'une nation qui a décidé de se réinventer en faisant de la reconstruction de son industrie une cause nationale qui appartient à tous les citoyens, les syndicats, le patronat, les fédérations professionnelles, le gouvernement, les collectivités territoriales, les pôles de compétitivité et tout simplement les citoyens et surtout, j'ai envie de dire, les consommateurs que nous appelons chaque jour à aimer le Made in France. C'est l'esprit du patriotisme économique qui concerne à la fois le consommateur comme le producteur. Vous vous dites, mais moi je suis étranger, comment pourrais-je être concerné par le Made in France? Mais vous êtes concerné par le Made in France pour une raison simple, c'est que vous produisez en France et que vous avez choisi comme base industrielle la France et que je ne peux que vous inciter à continuer en ce sens. Donc ces plans industriels sont finalement l'œuvre collective de tous ceux qui veulent réinventer l'industrie. Il y a beaucoup à dire, vous disposerez je crois vous disposez des informations précises, secteur par secteur. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Nous avons décidé de placer la question de la coopération comme étant plus importante que la concurrence. Voilà. C'est-à-dire que des grandes entreprises peuvent travailler avec des petites entreprises. Des syndicats peuvent travailler avec le patronat. Des territoires doivent s'entendre avec d'autres territoires d'ailleurs et avec l'État. Des laboratoires publics peuvent travailler avec des entreprises privées. Des laboratoires de recherche-développement privés doivent s'entendre avec des industries et des financements publics. Bref, où nous conjuguons nos forces pour bâtir une offre industrielle innovante. Alors c'est sûr, PSA et Renault ont décidé de s'entendre. Et nous avons décidé de le faire. Alors évidemment, l'esprit dans lequel, depuis des années, l'idéologie de la concurrence a d'ailleurs affaibli les producteurs dans toute l'Europe et a mis dans la tête, finalement, des Européens, quels qu'ils soient, qu'il valait mieux la compétition parce qu'elle était productive. Pour moi, dans certaines circonstances historiques, elle est destructrice. Voilà pourquoi, quand je dis aux commissaires européens, vous pourchassez les ententes, moi je les crée. Vous êtes nommé, moi je suis élu. Ma légitimité est supérieure à la vôtre.
veuillez passer votre chemin. Pourquoi nous disons cela? Parce que l'avenir d'une politique industrielle, c'est cette alliance. C'est l'alliance des États et des puissances privées, des entreprises grandes et petites. C'est ce qu'ont fait tous les pays qui ont résisté dans la crise. Ceux qui ont pris de l'avance, pendant que nous continuions à appliquer des règles obsolètes et une idéologie concurrentielle qui a placé les producteurs dans la main de la course éternelle au low cost qui a fait la richesse de puissance autre que la nôtre. Alors, voilà notre vision, on peut la contester, on peut en débattre, je vais faire plein de colloques, je vais toujours dans les colloques, je veux qu'on en parle. Nous replaçons la question du producteur, de la production, de la base productive, du redressement productif au cœur de nos politiques publiques. C'est un choix, qui veut le contester le peut, mais c'est notre choix. Et c'est un choix tant que je serai là, avec le président de la République qui nous soutient. Voilà. Alors ça permet aux entreprises étrangères de dire « Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bienvenue à bord. Vous aussi, faites des ententes au lieu d'imaginer les concurrences. Vous aussi, faites travailler les PME ou travaillez avec les PME françaises au lieu d'imaginer vouloir les racheter à tout prix. Vous aussi, faites évoluer votre logiciel productif. Mettez-vous à travailler avec des laboratoires publics. Faites travailler vos labos de R&D avec ceux du CNRS, de l'INSERM, du CEA. Nous pouvons le faire et d'ailleurs, j'ai confié à certains, car vous le savez, ces plans industriels sont sous leadership privé. C'est la première fois, c'est une innovation politique, où nous décidions que des politiques publiques pouvaient être déléguées à des acteurs privés. C'est un choix. Nous l'avons fait. Ce sont des chefs d'entreprise issus des secteurs concernés qui vont mener ces plans industriels. Le véhicule à moins de 2 litres au 100, le dirigeable charge lourde, l'avion électrique, le big data, le supercalculateur, bref, les 34 plans dans tous les domaines, qui ouvrent d'ailleurs des frontières technologiques, des frontières numériques, des frontières écologiques, technologiques, sont des plans qui sont menés par des industriels privés. Ces industriels, certains sont sous capitaux étrangers, ne sont pas français, mais nous en sommes fiers, parce que la France a une tradition d'ouverture, que le Made in France se réfère à la phrase de Romain Gary, un des compagnons de libération du général de Gaulle. Il avait dit « Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'estime de soi, la fierté de ce qu'on fait. » C'est l'esprit dans lequel nous travaillons. C'est la raison pour laquelle je réitère cette année la phrase que vous avez bien voulu mentionner, citer de mon discours de l'année dernière. Nous avons une politique d'hospitalité industrielle. Alors, sur l'innovation, nous avons fait des choix aussi un peu radicaux. D'abord, soutenir la défiscalisation, tiens, encore les tax cuts, la défiscalisation des jeunes entreprises innovantes. Il y en a quand même 8000 dans notre pays. Nous avons au sein de la Banque publique d'investissement une direction de l'innovation qui finance directement plus de 3000 projets innovants et soutient ainsi le lancement de nouvelles entreprises innovantes. Nous avons fait le choix de diriger la commande publique à hauteur de 2%. C'est un long combat avec les acheteurs publics que je mène d'ailleurs de façon assez directe, de le consacrer aux achats innovants. Nous venons de lancer avec Madame Anne Lauvergeon un concours mondial de l'innovation dans 7 secteurs qui prépareront l'avenir. Nous avons confié aux régions le 34e plan Usines du futur. Les régions vont prendre les 1000 ou à 2000, ça dépendra de leur capacité à mobiliser leur terrain, et moderniser les processus productifs avec l'aide de l'argent européen, pour une fois qu'on en profitera. On paye beaucoup, on reçoit peu, donc on a décidé de recevoir beaucoup et de payer moins. Voilà, c'est comme ça que ça marche, chacun son tour. Et donc, nous avons donc fait le choix, avec l'argent européen et l'argent des régions, l'argent de l'État du grand emprunt, de moderniser les processus, les mécanismes productifs des PME qui sont en retard et dont l'appareil industriel a vieilli ou s'est fatigué. D'ailleurs, nous avons du retard dans la robotisation. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons un plan robotique dans les 34 plans industriels. Donc nous allons faire ce travail de terrain qui, partout en France, avec des centres opérationnels dans chacune des régions, permettra aux entreprises de faire évoluer leur manière de produire, de fabriquer en France. Je voudrais
citer aussi le programme ambitieux de simplification administrative qui fait partie de mes lourdes tâches et qui montre, même si c'est une partie difficile, à quel point nous travaillons une sorte de modèle d'innovation à la française. Fleur Pellerin a elle-même conduit un processus de quartier numérique, de la French Tech. Bref, les initiatives se multiplient. Bienvenue à bord. Welcome in France. Say we to France. C'est comme ça qu'on dit à nos interlocuteurs étrangers. Merci d'accorder de l'intérêt, de la curiosité à notre pays. Et je voudrais vous dire que les initiatives sont les bienvenues. Nous les encourageons. Nous sommes à votre disposition. Vive l'hospitalité industrielle, vive le redressement productif, vive la République et vive la France.